Madame, monsieur, bonsoir. Une émission du kiosque nouvelle en plus avec une présence féminine. Bonsoir. Bonsoir Nadia, c'est le calme, Antilla. Bonsoir monsieur Branchi, vous avez l'air penseur. C'est vos fonctions de conseiller municipal qui vous donnent cette gravité, cette solennité, cette responsabilité par rapport à l'électorat. Il faut y aller. Tout à fait. Je suis pénétré de la tâche et de la fonction. Ouais, absolument. C'est une totale prise de recul chez lui. Eddy, mon vieil Eddy, ça va bien? J'essaye. Toujours à mes côtés? Je suis là. On devait avoir Mike qui reste d'Antilla, ça aurait fait une double présence Antilla, on l'a pas, c'est dommage. Alors tu m'as glissé une fiche. L'air de rien. Rien. On ne va pas être trop long parce qu'on a un programme très chargé, très sérieux. Las Vegas Hotel, réalisé par Christophe Gaudubois, martiniquais, avec Jedge Apali, Virgile Mfoulou. L'important, voilà, c'est que c'est un thriller, c'est un film policier, une fiction, donc, Las Vegas Hotel, et qui met en scène, sur fond d'histoire d'amour, qui met en scène une jeune femme qui est policier et un clandestin qui, lui, vient d'Afrique, sachant que la jeune policière, elle est d'origine martiniquaise. Voilà. Et donc, c'est un thème très actuel pour un film, une fiction vraiment très actuelle, réalisé par un Martiniquais et qui met en scène des problématiques, finalement, qui nous concernent. Tu ne l'as pas vu? Si, mais il est très crédible. Très international, la qualité, l'image. C'est un vrai film d'action. En fait, quelqu'un qui ne sait pas qui est Christophe Gaudubois, le réalisateur, qui ne le connaît pas, voit un film français d'action tout à fait correct. Ouais. Oui, c'est comme quoi c'est possible. Oui, exactement. On n'est pas obligé de parler. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important ce film par rapport à Brick Manson. Sorti à Mariana le 25 avril. Voilà, très récent, très prochainement. Allez-y tous, on vous y incite. Il faut faire marcher le cinéma antillais. Bon, une information rapide. Patrick de Carolis, ancien PDG de France Télévisions, mis en examen par le juge Renaud von Rumbeck, qui va enquêter sur les contrats passés par France TV, groupe public naturellement, avec la société Big Malion. Ça dépaille. Sans commentaire, il faut attendre. Il faut quand même dire le lien. Oui. Big Malion, c'est la société des deux potes de Jean-François Copé. Mais oui. C'est ça. Alors, on va parler pendant quelques minutes avant d'entamer un gros morceau sur le plan de stabilité, etc., les économies qui doivent être faites, comme on demande aux Français. On va quand même parler du premier baromètre de santé dans les DOM. C'est important, alors je fais la synthèse. C'est l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé qui va faire une sorte de grosse enquête sur la santé avec 3 objectifs. D'abord, disposer des particularités dans les comportements de santé des Martiniquais, Guadeloupéens, Réunionnais, ça se passe outre-mer, d'adapter et modéliser la prévention, développer la prévention plutôt, et déceler les thèmes de santé prioritaires, les groupes de population vulnérables. Mesurer ensuite l'évolution et les progrès qui seront faits par rapport naturellement aux constats qu'ils ont faits. Alors, il y a un socle commun, puisque ça a été fait dans l'Hexagone, n'est-ce pas? Un socle commun de sujets de santé. Et puis, il y a des questions spécifiques du territoire. Diabète, les maladies propres à la race noire, comme la maladie du sang, les molles non, des panocytoses. Et puis pour nous maintenant, des pandémies, chikungunya, dengue, etc. Voir comment tout ça fonctionne. Alors, naturellement, il faut tenir compte des contextes socioculturels distincts, combler le déficit d'information. Et pour l'ensemble de la population, on va définir l'accès aux soins, la santé bucco-dentaire, la santé mentale. Oui, voilà. Qui c'est qui disait que nous sommes une sorte d'asile, l'île est une asile sans toi, consommation d'alcool, alimentation, etc. Pour les plus jeunes, comment ça marche la vaccination? Est-ce que le taux de couverture, l'expérimentation au tabac, est-ce qu'il commence plus jeune ou plus vieux que là-bas, les ivresses, drogues illicites, tout ça bien serré, comment ça se passe ici? Alors maintenant, je vais me tourner vers Eddy, la méthode sera par téléphone, aléatoirement, c'est là sur un échantillon, sur une bonne représentativité, tous les profils présents, dont les moins enclins à participer, comment il aurait fait? Parce que si vous pas enclin, ou pas qu'à incliner corps. Pour tout l'outre-mer, il compte contacter 10 000 personnes de 15 ans à 75 ans, entre 15 et 20 ans, qui c'est qui va rester 25 minutes le temps du questionnaire, et les réponses seront anonymes. Oui, c'est faisable. Sur la première partie, on est d'accord, on est tous d'accord. Voilà. Non, sur la partie méthodologique, c'est faisable. Il y a déjà eu des études auxquelles nous, on a Et c'est fiable, et c'est fiable. Oui, c'est fiable. C'est pas tant dans... C'est vrai que l'exercice, quand on le regarde de loin comme ça, on se dit, mais non... C'est pas sérieux. Et on n'a pas besoin de tant de gens
10 000, bon, c'est... 10 000 pour l'outre-mer. Oui, mais ça fait beaucoup, par île, hein, si on divise par département. Ouais. Je veux dire, on arrive quand même à 2500 personnes par département. Oui. Il faut quand même rappeler des chiffres. L'INPS, puisqu'il s'agit de cet organisme, fait des enquêtes en France où ils interrogent 1000 personnes, la population française. Ouais. Ouais. Alors effectivement, bon, Michel est peut-être un peu suspicieux. C'est vrai que c'est des méthodes qui prêtent à la suspicion, parce que les gens disent, bon attendez, est-ce que les gens disent la vérité quand on leur parle de santé? Okay. Mais quand on... santé mentale. Notamment la santé mentale, mais... Un bouc qui est schizophrène, qui dit mon schizophrène. Non, c'est pas. Ils vont pas. Non, ils vont pas sur. Ils vont pas sur les. M'en fous. Je suis fou. Non, mais ils vont pas sur la prévalence. Ouais. Ils vont pas sur la prévalence. Ils vont sur un certain nombre d'opinions, un certain nombre d'attitudes, un certain d'attitudes et de comportements. Et des analyses. Ok. Là, il y a un souci. Et l'une des études les plus remarquables qui a été menée ici par l'INSERM, c'est l'étude sur les comportements sexuels des Martiniquais. Et cette étude est disponible sur le net. Si vous lisez cette étude, je suis surpris. Il y a des choses extraordinaires. Parce qu'on en a déjà parlé ici. Il y a un discours ambiant. Je vais vous citer un seul exemple. Il y a un discours ambiant, par exemple, sur l'homosexualité en Martinique. Okay. Ben, quand on interroge les gens, finalement, quand ils sont tout seuls derrière leur téléphone, et c'est déclaratif et c'est anonyme, les gens disent... Oui, bon, on m'en fait un petit coup, mais bon, on comprend. Ce qui expliquerait le succès du vidé, rien qui m'a compris là dans les eaux. Mais c'est une réalité, et la bisexualité, la bisexualité. Il a raison, on est un bon monde. Oui, c'est ça, rien qui m'a compris là. Bon, alors, attendez, laissez-moi vous dire. Donc la bisexualité, par exemple, en Martinique et en Guadeloupe, est 4 fois supérieure à ce qu'elle est en France. Toujours sous le ton, pas Macoumé, mais bon, on fait ça sans vicieux. Laissez-moi vous dire. Alors, donc, revenons à la santé. On reviendra après sur la sexualité. Alors, j'ai interrogé un ami qui a fait toute sa carrière dans le monde médical, il est directeur d'hôpital à Paris, qui me dit que la démarche est très intéressante. Je le dis, la démarche est très intéressante pour analyser les comportements de la population dans le domaine de la santé, pour marquer une étape importante de la réelle prise de conscience sur l'état sanitaire objectif et vrai, et pas fantasmé, facilitant l'émergence de la notion de démocratie sanitaire. J'ai vu d'autres textes après, c'est une notion qui est en train de monter, la démocratie sanitaire, et pour procéder à la régulation du système avec un autre niveau d'intérêt des politiques, tu es politique maintenant, des médias, c'est nous, sur l'état des lieux de la santé publique en dehors des seuls coups de gueule. Ouais. Les coups de gueule, c'est par exemple, le chlordécone, sont très bien constatés. Je suis arrivé aux urgences, il n'y avait pas, machin, etc. Oui, voilà. Et puis, il me dit, vous médias, vous devez rester vigilants dès la phase de démarrage, donc intéressez-vous à ça, organe de presse, s'agissant d'une opération nouvelle dans les DOM, la mise en place d'un outil, d'un indicateur dont il faut s'assurer de la fiabilité. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a le trop commun, d'accord, ok, banco, ce sera le même, mais surtout pour les paramètres spécifiques. Et faire attention à ce que dans les paramètres spécifiques, on ne vit pas la réalité, on ne zappe pas des aspects d'une réalité que nous pouvons subodorer. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas indépendants. Voilà. C'est pas un organisme indépendant. Ça dépend du ministère de la Santé. Voilà, alors sauf si ils, et ça peut être intéressant, sauf s'ils disent, comme nous, on peut faire, parce qu'ils ont des équipes, mais on va déléguer à des entreprises locales. Et si c'est délégué à des entreprises locales, le niveau de fiabilité augmente d'un coup. Pas tant sur la méthode. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça. Sur la connaissance des milieux. Mais sur les interprétations. Parce que, une fois qu'on a les chiffres, on peut interpréter. Effectivement, on donne à l'organisme qui a commandé, mais on les a et on peut interpréter. Et c'est ça qui est intéressant. Mais dans 80% des cas, ce sont des entreprises locales qui font les études parce qu'on est trop spécifique en termes de langue, par exemple. Nous, on fait 25% de nos enquêtes en créolophone pur. Donc le type, il comprend ce qu'on lui dit en français, et comme il a plus de facilité, il parle en créole. Et puis on double en créole pour savoir. Moi, je pense que les médecins qui se sont mis à vraiment militer, Mme Pélage, M. Sété, mais sans leur donner de conseils, mais ils devraient réellement être attentifs à ça. C'est important. C'est vrai que les bandages, c'est vrai que tout ça, c'est Mme Pélage que tu connais bien. Je me demandais s'il ne fallait pas
croiser cette enquête en interrogeant des praticiens locaux. Parce que j'ai le souvenir de mon oncle, le docteur Célestin, et qui se moquait beaucoup des médecins qui arrivaient de l'extérieur, parce qu'il y avait une connaissance des médecins martiniquais, des habitudes de consommation. Il m'a raconté l'histoire suivante. Il dit à un type qui est alcoolique, il ne faut pas boire l'alcool. Et il le revoit 6 mois après, et le type, ça a empiré. Alors le gars il dit, pas qu'à boire l'alcool. Non, pas qu'à boire anti-vermouth, anti-vin cuit, anti-vin sucré. Mais il vidait la bouteille. Bon, oui, donc... C'est pas mal. Pour Bougla, alcool, c'est rhum. Alcool, c'est rhum. Passons entre choses. Oui, allez, je vous en prie, si vous avez à dire encore. Le premier baromètre sur la santé dans les DOM, il ne faut pas oublier que les baromètres sur la santé de l'INPES, ils existent depuis plus de 20 ans. Oui. Donc c'est une bonne chose qu'enfin, il y ait une... Je ne sais pas si c'est une victoire, mais qu'il y ait cette connaissance. Oui, on peut c'est une victoire, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Le mot est juste. Voilà, c'est une victoire. Il y a droit aussi. Il y a droit, on paye aussi. Alors... Et un baromètre, donc ça veut dire qu'il sera donné suite. Pour le premier, effectivement, un échantillon peut-être plus important pour que par la suite, il puisse vivre véritablement. Et la deuxième chose, donc en parlant des spécificités, c'est vrai qu'au niveau de la connaissance médicale locale, j'ai parlé tout à l'heure de médecine environnementale, forcément, ça va être riche d'enseignements sur justement les réalités sur ces questions-là. On verra quelle est la part de vrai ou la part de fantasme. Et on verra. Ou alors peut-être qu'ils sont à un stade de sous-estimation des conséquences du chlordécone et tout ça. On sait pas. Je préfère il y a quand même un organisme qui existe, qui fait des enquêtes épidémiologiques sur l'alimentation, par exemple, on a quand même des chiffres sur l'obésité, par exemple. Oui. Bon, on sait sur c'est l'Observatoire de la santé. L'Observatoire de la santé. Alors, quelle est la différence entre l'INPS et l'Observatoire de la santé qui est dirigé par le docteur Mer, qui fait un travail quand même depuis de nombreuses années. Ouais. Mais en fait, la méthode d'approche, c'est pas la même. L'Observatoire de la santé travaille avec le monde médical et tout ça. Non, ils font des enquêtes, mais ils font des enquêtes auprès du grand public. Non, ce qui est intéressant en termes d'infos, c'est qu'aujourd'hui, les derniers textes de loi sur les hôpitaux obligent les hôpitaux, donc y compris les hôpitaux martiniquais, à faire des mesures de satisfaction des patients hospitalisés. Ça, c'est extraordinaire. Donc, je vous en parle parce que là, il y a une demande qui est lancée par le CHU de la Ménard. Ce sont ce qu'on appelle les enquêtes e-Satis. Et donc, le nombre d'infos relatifs à la santé en Martinique est de plus en plus importante. Ouais. Et ça va être c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Ouais. Parce que, petite précision, nous, on a fait une enquête. Je donne des informations qui sont assez croustillantes. On fait une enquête sur la folie. Donc à la demande de Colson. Et on demande aux Martiniquais, est-ce que selon eux, alors première question, est-ce que vous connaissez le mot folie ? 85% des gens nous disent, oui, je sais ce que c'est que la folie. Bon, très bien. Comme vous savez ce que c'est, est-ce que selon vous, c'est une maladie ou autre chose ? 75% nous disent c'est autre chose. Et quand on va plus loin, donc là on est en ouverte, et les gens nous disent, à très grande majorité, près de 65%, c'est un sort. Donc tu vois, c'est ce à quoi ça sert ce type d'enquête, tu vois, en disant, bon, attends, quand avec un taux de prévalence aussi important de la notion de maladie mentale, quand tu as les 2/3 de la population qui te disent que de toute façon c'est pas une maladie, donc c'est pas l'hôpital, c'est il fait mal. Oui. Donc derrière tu as toute une série d'attitudes globales, c'est-à-dire que on prend le type, on l'enferme dans la maison, on le met dans une pièce à part, on le laisse rouler alors que on le baigne voilà. À des heures impossibles, dans des endroits impossibles, on le fait ingurgiter des loques et on le met sur la plage, on le rend encore plus fou, quoi. On l'emmène dans un cimetière, enfin il y a toutes sortes de trucs. Et ça, c'est une réalité locale. Liée à la santé. Bon, moi excitant, c'est l'insécurité routière. 2 petits mots quand même, il faut qu'on en parle. À ce jour, 10 tués en 2014. À la moitié de l'année. L'an dernier, c'est 38, je crois. Ouais.
Mais oui, mais là, on est sur les 3 premiers mois. C'est beaucoup. La principale cause d'accident mortel, c'est alcool, vitesse excessive, non-port du casque. Alcool, vitesse excessive, non-port du casque. Quand tu mets les trois ensemble, c'est l'essentiel des morts, ce sont des motards. Et puis le manquement au code aussi. Manquement au code aussi, accident. Et puis il y a de piétons dans ça aussi, un piéton et bicycliste. Oui. Alors mars est un très mauvais mois, 38 accidents, en un mois, 38 accidents dans un petit pays comme ça. 3 tués, 20 blessés hospitalisés, 25 blessés non hospitalisés. Alors avec infirmité et tout ça, et puis sécurité sociale qui les prend en charge. 10 tués entre le 1er janvier et le 6 avril 2014, 4 à bord de véhicules, 3 usagers de moto. Les motards tiennent absolument à mourir en moto. 2 en cyclomoteur, et puis chose j'allais dire amusante, c'est vrai amusant, un cycliste. Il y a un cycliste qui est mort aussi sur sa bicyclette. C'est terrible, hein? C'est pas le premier. Hein. Ouais, vous avez quelque chose à dire, sinon qu'on se lamente. On se lamente, et ce qui fait référence encore à des comportements. Donc c'est pas la répression, le système de taux répressif avec des radars tous les 2 km. C'est peut-être pas ça la solution, mais peut-être une vraie éducation. Parce que les chiffres sont une éducation aussi, mais je crois quand même à l'efficacité des radars, non? Ah oui, bien sûr. Ouais, mais derrière tout ça, il y a un coût énorme. Il faut savoir qu'un tué, ça coûte à la société martiniquaise 1 million d'euros. Ouais. Enfin, la société française, de manière générale, il y a 1 million d'euro. Quoi. Oui, c'est son éducation, ce qu'il a coûté, l'université. Mais tout derrière, c'est-à-dire que tu as toute la mise en place du système de secours, de tout le branle-bas judiciaire, médical qui est lié derrière, c'est un truc de dingue. Quoi. Donc il y a des études là-dessus, pour les gens qui s'intéressent. Vous traumatisé crânien post. Ah non, mais c'est pire. Un mort, c'est 1 million, mais dès que tu es blessé, c'est parti. Quoi. En France, c'est 12 milliards. Les 2000 morts, là, plus les centaines de milliers de blessés, c'est 12 milliards. 12 milliards d'euros par an. Quoi. Donc... c'est un coût considérable. Ouais. Est-ce que les gens s'en rendent compte de ça? Les gens ne savent pas ça. Mais ça, notre rôle, c'est de leur dire déjà. Quoi. Les Bougamo là, c'est commencer à coûter l'argent. Bougamo, il dit bon, c'est fini. Non, il y a tout un système derrière qui génère du fric. Quoi. Il y a des enquêtes. Mais oui, je veux dire, le type. Déjà, il est obligé. On prend le corps et on est obligé de l'amener à l'hôpital. Il faut que quelqu'un déclare son décès, en fait. Oui, c'est énorme. L'organisation est énorme. Et puis ce qu'il a coûté lui-même à la société. Oui, on lui a donné. On lui a donné en principe une éducation. Une éducation, une formation et tout. Et seront-ils ce que les juristes appellent le précium de Loïs. C'est pas perdu définitivement. Oui, absolument. Enfin, la souffrance. Alors, on va arriver au morceau assez important, c'est le plan d'austérité. Je prends le titre de l'article qui parle de moi. Plan d'austérité du gouvernement français, considéré comme injuste, dangereux et illégitime. Alors, je synthétise. M. Valls a pris des mesures fortes en faveur de l'économie. Il a malgré tout mis un bémol parce qu'il va en faveur des retraités modestes. Il a à l'occasion d'une récente visite là, d'une usine, expliqué que dans les prochaines années, il y a une clause de revoyure pour le gel de l'indice du point du fonctionnaire et puis également pour les plus modestes, il va revoir les en fonction de la... il va quand même revoir ça. Mais c'est pas encore fait. Alors, restons sur sa déclaration et puis le document de Matignon qui a été publié pour expliquer tout ça. Alors, le gouvernement prévoit de ramener le déficit public français, corriger mes chiffres, c'est à 3% du produit intérieur brut en 2015. Il faut augmenter un peu. C'est passé à 3,5 et 3 en 2016. Donc ils ont décalé un peu. Selon les engagements européens, après étape à 3,8, qui m'a dit que tout ça est décalé, du PIB, grâce à un problème de stabilité. Alors, on va peut-être mollir un petit peu. Bon. Autrement dit, il faut se conformer aux règles européennes. Pour ça, un plan d'austérité de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros. Alors déjà, comme les gens ne pratiquent pas ces sommes-là, qu'est-ce qu'on fait avec 50 milliards d'euros, il dit? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 milliards d'euros? 50 milliards d'euros, c'est le montant de l'impôt sur le revenu. Oui, mais ça ne veut rien dire pour les gens. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 50 milliards d'euros? On peut acheter 150 maisons. 50 milliards d'euros, c'est énorme, mais ça permet d'acheter 50 Airbus A380.
Voilà, tu vois ce que je voulais dire en disant voilà, donc 50 Airbus. Bon. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec 50 Airbus A380 ? Ça va vite. Hein. On est sur des coûts. L'idée, c'est peut-être de faire des comparatifs. 50 milliards d'euros par rapport à quoi ? 50 milliards d'euros, c'est pour une société comme Total, c'est la moitié du chiffre d'affaires annuel de Total. Ok. Donc alors, revenons sur. C'est 12 fois le bénéfice annuel de Total. De Total. Ouais. Bon. Et tu disais sur l'impôt sur le revenu. Alors, venons maintenant à l'impôt sur le revenu, qui est une notion plus abstraite, c'est. Alors, en gros, l'impôt sur le revenu, c'est aux alentours de 50 milliards, qui est aussi équivalent au service de la dette française. Le remboursement. Alors, 50 milliards d'euros, c'est ce que l'État récolte de tous les impôts sur le revenu payés par rapport à. Ouais. Mais c'est tout petit les impôts sur le revenu par rapport, par exemple, à la TVA. Non, la TVA. La TVA, c'est 130 milliards. Donc, ouais. Ok. Ouais. Bon, alors on a vu les volumes. Hein. Oui, alors, il va obtenir ça en réduisant le déficit, on l'a vu, en finançant la baisse des charges dans le cadre du pacte de responsabilité. Alors, il va avec ça financer. Oui, absolument. Il fait des économies pour payer tout ça, oui. Ce qu'on appelle des cadeaux. Oui, c'est 50 milliards d'économies en 2015, 2016 et 2017. Alors, ça va consister à tirer 18 milliards sur le budget de l'État, c'est ça ? Oui. À tirer également 11 milliards des transferts aux collectivités locales, je ne dis pas de bêtises, 10 milliards sur la santé, ponctionnés, et 11 milliards sur les autres dépenses de protection sociale. C'est là que le bobo est un peu difficile. Alors le moins accepté, je crois, de ce que j'ai lu, par les syndicats, même par les élus, par l'aile gauche du Parti socialiste, c'est le blocage de la rémunération des fonctionnaires et puis le gel des retraites et des prestations sociales de base. Ce qui est le moins accepté. C'est symbolique quand même. Hein. Oui. Ce qui est dingue en France, c'est que les gens se battent, avec raison, mais sur des choses qui sont en valeur extrêmement symbolique. C'est-à-dire que ce qui n'est pas accepté. Sauf pour celui qui est concerné. Oui, mais même pour celui qui est concerné. C'est-à-dire que, bon, prenons un exemple. On dit que les petites retraites devaient être valorisées. Elles sont revalorisées de combien ? C'est ça. C'est-à-dire que le type, on va lui donner 1%. Ouais. Là, on lui dit, écoute, ton 1%, on ne te le donne pas. Le combat, à mon avis, ne doit pas être sur ça. Le combat, c'est de dire, est-ce que ces retraites sont justes ? Est-ce que l'argent qu'on donne... Les deux combats se mènent. Oui, non, mais tu comprends. Non, mais attends, déjà le niveau était suffisant. Tu ne lui donnes pas son petit pourcent. Non, mais justement. Qui n'est même pas l'inflation. C'est pas ça. C'est-à-dire que... Il peut s'en tirer à bon compte. Il peut dire, bon, ok... on vous devait vous donner 1, on va vous donner 0,5 en 2 fois. Et puis c'est fini. Alors que c'est pas, tu vois, c'est l'arbre qui cache la forêt. D'ailleurs, il y a qu'à gommer pour 1%. De ce point de vue-là, la prétendue négociation entre le Premier ministre et les parlementaires socialistes, c'est un tour de passe-passe. Exactement. C'est un tour de passe-passe. Je dirais même que c'était écrit d'avance qu'on allait inscrire. La barre très haut et puis on la descend un petit peu. Alors laissez-moi vous citer. Pour donner l'image, tu vois, du mec dur. Laissez-moi vous citer, pour situer le débat sur le plan politique, le prix Nobel d'économie Paul Krugman qui écrit dans une chronique récente du New York Times, il écrit la chose suivante. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? François Hollande a cessé de m'intéresser dès que j'ai compris qu'il n'allait pas rompre avec l'orthodoxie destructrice de l'Europe et son parti pris d'austérité. Mais maintenant, il a fait quelque chose de vraiment scandaleux. Ce qui me choque, c'est qu'ils souscrivent désormais aux doctrines économiques de droite, pourtant discréditées. Suivez mon regard. Quand François Hollande est arrivé à la tête de la deuxième économie de la zone euro, nous sommes quelques-uns à avoir espéré qu'il se dresse contre cette tendance. Mais comme les autres, il s'est soumission qui vire désormais à la faillite intellectuelle. C'est un effort. L'Europe n'est pas prête de sortir de sa deuxième grande dépression. Ton avis ? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour une raison qui est simple. Paul Krugman, il vit dans un pays qui a le droit d'imprimer de l'argent tous les jours sans que personne ne contrôle quoi que ce soit. Un pays qui a sa propre monnaie. Ouais. Je suis d'accord qu'il soit... Attends. Je suis d'accord qu'il soit déçu. Nous aussi, tous les gens sont déçus. Il n'a pas l'Europe sur son dos. Mais la seule différence, c'est que c'était prévisible. On savait qu'on allait être déçu. Tout simplement parce que
c'est pas François Hollande qui commande. On est plus malin que c'est pas François Hollande qui commande. Krugman, on n'a qu'à lui dire la chose suivante. Le matin, dans la salle de vente de la Réserve fédérale, il y a 2 types qui viennent s'asseoir. Un Russe et un Chinois. Et ils achètent des bons du Trésor américain. Le jour où ils ne sont pas là, c'est fini. Donc, tu comprends que les Américains ne vont rien faire aux Russes et les Américains ne vont rien faire aux Chinois, puisque c'est avec l'argent de ces 2 pays qu'ils financent la vie au-dessus. À mon avis, le débat ne se situe pas à ce niveau-là. Paul Krugman est pour situer les choses, c'est un néo-keynésien. Et il combat également, sous des formes différentes, dans son pays, les politiques néolibérales excessives, il y a ce qu'on appelle la politique de l'offre. Et précisément, il est parfaitement conscient que ces politiques elles sont menées en Europe, elles sont également menées par le FMI, elles sont menées par un certain nombre d'organismes, par la FED, etc. Toutes ces politiques, avec des nuances, ce sont les mêmes politiques. Et il espérait qu'avec l'arrivée de Hollande, et aussi en s'appuyant sur les pays du sud de l'Europe, qu'on allait basculer les dogmes de l'austérité, c'est-à-dire l'obligation de rembourser la dette et d'imposer pour cela une compression de la demande, ce qui entraîne une baisse des taux de croissance et ce qui empêche la relance mondiale. Donc, il a un autre prix Nobel comme lui qui dit à peu près la même chose et qui est encore mieux placé que lui, qui a été directeur général de la Banque mondiale et du FMI, c'est Joseph Stiglitz. Bon, donc, et puis je vais même aller plus loin. L'actuelle directrice du FMI vient de déclarer à plusieurs reprises qu'on est peut-être allé trop loin en matière d'austérité. Oui, qu'il faut faire marche arrière, et qu'on étouffe les économies. Il y a 2 rapports récents du Fonds monétaire international qui montrent que les inégalités, non seulement elles sont condamnables moralement, éthiquement, mais elles sont contre-productives économiquement parce qu'elles conduisent les économies à la récession. Explique-moi en quoi ce même auteur a pu écrire qu'en fait, on fait des économies sur les pauvres. D'abord... Mais sois pas long. Alors, en gros, dans ce plan, tu parles du plan... Oui, mais tous ces plans d'austérité. Tous ces plans d'austérité, d'une manière générale. En général. D'une manière générale. Depuis 30 ans, on s'appelle sur... Pourquoi c'est sur les pauvres qu'on fait des économies, alors que les pauvres n'auraient pas dépensé... Pourquoi? Et dis, tu me donnes ton avis après aussi. Pourquoi? Toi, tu penses que globalement... Je donne la réponse d'Edith, je lui coupe l'air sous les pieds. Donc globalement, même les pauvres ont bénéficié de la richesse de ces États-là. Vas-y, Michel. Bon, tout simplement, pour des raisons... Pour 2 raisons. La première, c'est que ces plans d'austérité accroissent le chômage et par conséquent diminuent les protections en matière de marché de travail. Donc oblige les gens on baisse les salaires, à accepter des salaires plus bas. Et deuxièmement, les allocations. Sociales, on baisse les retraites, on baisse... Voilà. Et dans certains pays, il a fallu... Et il y a beaucoup de pays où il n'y a pas encore de SMIC. Par exemple, il y a un dumping social à l'intérieur de l'Europe. Il y a un dumping vers le bas, non pas vers le haut. Les pays notamment de l'Est européen, pour aller vite, ce sont des pays où il n'y a pas de minimum, c'est le fameux travailleurs détachés. Donc ça tire l'ensemble des salaires européens vers le bas. Laisse-moi interroger ma banque de données numérisée. Il rigole. Mais une banque de données ne rit pas. Le chiffre de la fraude fiscale en France. Et là, il est estimé à, alors ils disent entre 60 et 80 milliards par an. Bon, t'imagines si... Calcul. En Europe, 1000 milliards. Comme tu es également ma machine à calculer, les sommes qui partent dans les paradis fiscaux. Alors ça c'est considérable. En France même, on estime, on dit la fraude fiscale c'est 130 et on perd 130 milliards par an qui vont vers les paradis fiscaux. Donc il faut bien expliquer aux gens, il n'y a pas que de la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est, tu as gagné de l'argent, tu ne veux pas le déclarer, tu l'envoies ailleurs qu'en France. Mais dans ce qui va vers les paradis fiscaux, il y a la fraude fiscale classique, puisque tu as gagné de l'argent, on va dire honnêtement, mais tu ne le déclares pas. Tu peux pas dépôt dessus. Les fonctionnaires, c'est pas possible, on est d'accord? Bon. Et puis il y a l'argent que tu as gagné malhonnêtement, qui lui
n'est pas déclaré de toute façon, puisqu'il est malhonnête, et lui aussi, il part. Donc au total, ça fait 130 milliards. Et puis il y a ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est-à-dire le fait d'utiliser les possibilités telles qu'elles les États ont mis dans les codes fiscaux pour permettre d'échapper à l'impôt. Bon, alors dernier point. Ou de payer moins d'impôts. On est à combien? On a 200-300 milliards là, à peu près. Si on met l'optimisation fiscale, je pense qu'on monte à 250 milliards. Bon, on continue. 250 milliards, ok. Bon, et si on met là-dessus... on a 50 milliards. Si on met là... j'allais passer plus de 250 milliards. Si on met là-dessus... Le travail au noir. Ouais, le travail au noir. 40 milliards. 40 milliards. Donc on est à 300 milliards. Bon. Donc si Hollande avait ça, parce que ça équivaut au budget de l'État français. C'est 376, mais bon, 300 milliards, frère, je suis tranquille. Alors qu'est-ce qui empêche que l'on récupère 30% de ça? Ça déstabilise le système. Voilà. Alors, l'idée c'est quoi? C'est que cet argent-là, il part vers les paradis fiscaux. Dans les paradis fiscaux, cet argent-là, il ne faut pas qu'il dorme, puisque s'il dort, il se dévalorise. Il est réinjecté. Donc, on le remet dans les banques traditionnelles, officielles. Qui prête aux États. On va citer des noms, par exemple la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, en fait toutes les grandes banques françaises ont des filiales dans les paradis fiscaux pour réamorcer la pompe, et cet argent est prêté soit à des entreprises, soit à des États, soit à des organismes publics, parapublics. Mais si on enlève cet argent, ça déstabilise totalement le système, parce que 300 milliards c'est juste pour la France. Mais imagine les États-Unis. Mais je peux pas dans un discours, dans un raisonnement cohérent, que tu me dises que le bon sang a besoin du mauvais sang. Que le bien a besoin du mal. Oui, en fait, tu vois, parce que en fait, le yin et le yang, la nuit et le jour. Pour une raison simple, c'est que l'objet du délit n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur et n'a pas de morale. C'est l'argent. Non, alors, Michel, c'est ça. Parce que je vais citer Hollande au Bourget. Oui. Bon, Hollande avait dit qu'on a un ennemi invisible, qu'on ne connaît pas, qui n'a pas de nom. C'est ce que j'ai dit. La finance, et que son véritable ennemi, c'est la finance. Il y a des possibilités, précisément, de maîtriser la finance. En donnant, d'ailleurs, un autre statut à la Banque Centrale Européenne, en renforçant les services fiscaux. C'est pas par hasard que dans la plupart des pays, on a démoli les services fiscaux. On peut lutter contre la fraude fiscale. Par conséquent, on peut former des gens contre cela. On peut mettre en réseau les services fiscaux. On peut harmoniser les systèmes. Puisqu'on parle d'Union européenne, au lieu de faire de l'Union européenne pour faire la libre circulation des marchandises et la concurrence par le bas et par la diminution des protections sociales, on peut faire une Union européenne positive en donnant premièrement à l'euro un statut de monnaie qu'on va prêter aux États, contre des créations d'emplois et pour créer des activités, notamment dans le domaine industriel. Donc, oui, mais ça, excuse-moi Michel, mais derrière tout ça, en fait, il y a un élément et sur lequel on est tous d'accord. On peut avoir des points de vue différents sur l'usage qui est fait, mais il y a la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, le niveau de sophistication, donc de demande, de sophistication de la demande de la population est tellement élevé que si on devait satisfaire tout, et c'est ça notre souhait le plus vaste, c'est de satisfaire tout ça. Or, de manière très concrète, si on devait satisfaire toutes ces demandes à cette hauteur, ce ne serait pas financièrement possible. En clair, et c'est ça prenons un exemple très concret. En Martinique, il y a 40 000 chômeurs. Okay? Imaginons le miracle suivant. Du jour au lendemain, ces 40 000 personnes ont un travail. La Martinique est détruite. Oui, il n'y a pas de route, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas tout ça. C'est ça la réalité. La réalité, elle est perverse, elle est horrible. Mais c'est ça la réalité, en clair. Mais c'est ça que Michel ne veut même pas imaginer ça. Oui, Michel a raison. Moi, je suis d'accord avec Michel. Alors, laisse-moi, Nadia, laissez une voix féminine, une voix innocente. Oui, innocente. Parce que féminine. Innocente. Bien rattrapé. Non, en fait, ce que j'écoutais avec vraiment beaucoup d'attention ce que vous disiez, et ce que j'entends, c'est qu'on est dans un système
qui n'est jamais remis en cause. Oui, voilà. Il ne peut pas. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Si le système il a été institué, c'est qu'il peut être destitué. Non, il ne peut pas. D'accord ? Il n'a pas été Et donc, institué. c'est un système qui est mis en place. Il n'est pas naturel. Et donc, il est sans cesse, on le recompose, mais sans jamais revenir à la base. Tu parlais tout à l'heure des besoins des personnes. Je ne suis pas certaine que le besoin des personnes, par exemple, le besoin primaire, soit de travailler. Subvenir à ses besoins, ce n'est pas travailler. Mais subvenir à ses besoins, c'est une réalité et c'est un besoin. C'est pas la même chose. Donc le système, il est toujours là, il n'est jamais remis en cause et il fonctionne à coup de rustines qui finalement le rend de plus en plus sophistiqué et finalement de plus en plus difficilement cassable. Et il suffit que on se dise, le système ne fonctionne pas pour passer pour un illuminé, pour quelqu'un qui vient complètement d'une autre planète, parce qu'il n'y a finalement qu'un mode de pensée avec une seule vision qui est au service de l'argent. Non, mais ça c'est ce qu'on appelle du positivisme. C'est nous irons vers un monde meilleur. Or, il faut quand même se mettre dans la tête que c'est mal parti. C'est-à-dire que là, on peut espérer ce monde meilleur. On peut espérer durer comme ça le plus longtemps possible. Alors, je vais te poser une question. Alors, attends, laisse-moi finir. Une question, je t'interromps. Est-ce que au Bourget, Hollande nous bidonnait alors? Non, Hollande avait pour objectif de gagner l'élection présidentielle. Donc il disait il disait ce qu'il pensait réellement. Ok, mais une fois que tu as dit ce que tu penses réellement, il faut que tu fasses ce que tu as dit. Oui, c'est une petite différence. La grande distance entre le discours politique et la réalité. Michel est conseiller municipal, entre autres. Il est conseiller municipal. Il est dans une ville. Si je ne m'abuse, qui a plusieurs centaines, c'est bien ça, de millions oui, c'est ça, plusieurs centaines de millions d'euros de dettes. Tout à fait. Donc, on va lui dire, il est conseiller municipal. Il n'est pas à côté, il est dedans. On va lui dire, messieurs les conseillers municipaux, il faut choisir. Qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on arrache? Il peut très bien voter contre, mais il aura la réalité en face. Ouais. Or, nous... Et tu penses que Michel, en votant, va aller jusqu'à l'encontre de ses principes? Il peut. Il y a des fois où il va devoir choisir... Entre la peste et le choléra. Mais oui. Prenons un exemple. Tu parlais des besoins. Est-ce que tu penses sincèrement qu'un Martiniquais va rentrer dans un appartement aujourd'hui s'il n'y a pas l'eau chaude? Il va te dire, gars, ça frère. Non, pas les... Il y a l'eau chaude. Voilà. Il y a l'eau chaude. Tu connais beaucoup d'appartements neufs livrés qui n'ont pas l'eau chaude? Ça n'existe plus. Or, on est bien d'accord que pour avoir cette eau chaude, il faut du financement. Le prix du bonheur humain, la courbe, elle est comme ça. Non, elles n'ont pas du tout. Alors, je ne partage pas du tout ce point de vue. Tu veux pas d'eau chaude, toi, Michel, tu renonces à l'eau chaude. Non, moi, quand je finis mes cours de karaté, je me douche à l'eau froide pour raffermir. Michel, ne tombe pas dans le piège de l'eau chaude. Alors, ceci dit, ce que je vais rappeler un certain nombre de choses. Vas-y. La Martinique, parce que c'est bien, nous parlons de la France. La Martinique, nous avons 25% de la population qui vit de minima sociaux. Nous avons 21% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. La moitié des retraités vit avec moins de 552 euros par mois. Bien. On n'a pas l'eau chaude. Bon. Alors, l'amélioration de la situation pour ces personnes. Bon, l'amélioration de ces personnes. L'amélioration pour ces personnes, ce serait déjà d'être au niveau du seuil de pauvreté, qui est situé entre 800 et 900 euros. Ouais. Ok. Bon. Tu parles du seuil de pauvreté hexagonal. Hexagonal. Alors, notre seuil de pauvreté local est aux alentours de 700 euros. 700. Ouais. Bon. Mais on a le droit d'être plus pauvre que les Français. Bon. On a l'obligation. Bon. Donc, le plan Valls, en bloquant la revalorisation des retraites, va aggraver cette situation. Ouais. Donc c'est vrai il faut à la fois condamner le fait qu'on fait le gel des retraites, mais en même temps il faut poser le problème de fond. Ouais. Et le système de retraite ne peut être équilibré que si on crée des emplois. 10 000 emplois, c'est à peu près 550 millions pour la sécurité sociale. Donc, je suis en train de démontrer ceci. C'est que contrairement aux machines
des néolibéraux, le fait d'améliorer la situation des plus pauvres peut créer de l'emploi et peut créer une nouvelle relance économique. Et par conséquent, on peut résoudre le problème. Comment Comment Alors, voilà. Par l'endettement. Non, en utilisant autrement le pouvoir de création monétaire qui a été... C'est une décision politique. C'est pas un système. Ouais. Mais non, ce n'est pas... Michel, parle clairement pour nos téléspectateurs. C'est une décision de 1973 de Giscard d'Estaing qui a enlevé au Trésor français la capacité de prêter de l'argent à l'État. Par conséquent, donc ce pouvoir que détient la Fed à l'heure actuelle, la France l'a détenu. Bon, et ça a été... Michel, je veux t'arrêter. Est-ce que tu crois réellement que... Bon, c'est sûr que ton analyse, elle est... Donc, ce que je veux démontrer, c'est que ce sont des hommes, ce sont des décisions prises par les hommes, ouais. et que d'autres hommes peuvent prendre d'autres décisions. Bon. Et que par conséquent, ce qu'on veut instiller dans la tête du public, c'est qu'il n'y a pas d'autre politique que cela. C'est faux, c'est entièrement faux. Un Français sur deux approuve le gel des prestations sociales. Parce que c'est le résultat de la propagande. Et 1 sur 6, c'est quand même, mais ils sont quand même moins couillons, 1 sur 6 favorable à la baisse des dépenses de l'assurance maladie et au gel du point d'indice de la fonction publique. Voici c'est toutes les campagnes sur il y a trop de fonctionnaires, etc. Bon, l'idéologie fonctionne. Les médias, 30 ans de domination de la pensée néolibérale laisse des traces dans l'opinion publique. Mais si on demande par contre, on a cité ici même une enquête de Sipivov, est-ce qu'il faut changer de système? Eh bien, 40% des Français disent qu'il faut changer le système capitaliste. Donc, et ça a augmenté par rapport à la dernière enquête d'il y a 6 ans. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à annihiler dans l'esprit de l'opinion publique l'idée qu'on peut changer de système. Je voudrais vous signaler, dans le sens de ce que tu dis, je voudrais vous signaler une étude de l'INSEE. Le choc de compétitivité stimulera d'abord les profits des entreprises en créant un effet d'aubaine, gonfler les profits et les dividendes des actionnaires. Autrement dit... Donc le fameux théorème de Schmitt, sur lequel est basée d'ailleurs toute cette analyse, que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les investissements de demain sont les emplois de demain, donc on doit accepter de ponctionner 50 milliards pour donner 30 milliards au patronat qui va investir, ce que de nombreuses études de l'INSEE et d'autres organismes font que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors si j'ai bien compris ce que tu as dit, baisser le pouvoir d'achat des Français, c'est pas simplement les rendre plus malheureux ou bien donner l'argent aux riches, c'est également idiot. C'est idiot et dangereux parce qu'il y a une sorte d'anémie qui se fait, le pays n'a plus d'argent, c'est un cercle vicieux qui fait. Non mais attendez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a deux plans. Il y a un plan effectivement qui consiste à baisser, donc à donner des cadeaux au patronat, et puis il y a un autre plan qui consiste à baisser les cotisations salariales qui vont permettre une augmentation du revenu. Donc, on enlève ça. On est bien d'accord. Il n'y a pas que... Mais la baisse des cotisations salariales, d'une manière... En même temps, on nous dit qu'on ne va pas diminuer sur les prestations sociales ou sur les droits des travailleurs en matière d'assurance maladie, etc. Non, on va dérembourser un maximum de médicaments. Ce n'est pas vrai. Ce qui va se passer, c'est qu'on va à la fois... On va diminuer sur les cotisations sociales, mais on va diminuer sur les droits des travailleurs, on va diminuer sur les prestations santé, n'est-ce pas? Et on va diminuer sur les services publics. Et qui est les plus demandeurs, les plus consommateurs des services publics, sinon les plus pauvres? Oui. Sinon les plus pauvres. Ce sont les plus pauvres qui ont besoin de plus d'écoles. Ce sont les plus pauvres qui ont besoin de plus de santé. Donc c'est une fausse promesse. Je vous donne le détail des 11 milliards d'économies sur l'assurance maladie. Alors, parce qu'il y a un document de Matignon. Oui, je l'ai là. Alors, les prestations sociales ne seront pas revalorisées. Tu aimes le papier, toi. Revalorisées pendant un an. Il n'a pas de problème d'électricité. Alors, Bercy a dit que ça concerne les pensions du régime de retraite de base. On a vu ça. Ça représente 1,3 milliard d'euros. Tout à fait. Les retraites complémentaires qui relèvent des partenaires sociaux, 2 milliards. Oui, 2 milliards d'euros. Le minimum vieillesse continuera d'être revalorisé. Il est tellement bas. Les autres prestations sociales. 799 € par mois aujourd'hui. Oui. Donc on est bien d'accord. Il faut que les gens comprennent bien. Il y a des gens qui touchent une retraite. Donc
Et puis il y a des gens qui touchent un minimum vieillesse. Le minimum vieillesse va continuer à être valorisé. Par contre, les retraites et surtout les retraites. Alors ce qui sont même les complémentaires. Ce sur quoi ils sont en train de se battre, c'est que les petites retraites continuent d'être valorisées. Alors, deux mots quand même sur le minimum vieillesse. Je ne résiste pas à l'idée de rappeler quand même que le minimum vieillesse en France, ça représente 4% des retraités, ok, et comme en Martinique, ça représente 20%, 25%. Sur les 15 millions de retraités français. Bon, autrement dit, ça montre bien que dans ce pays-là, pour un ensemble de raisons, parce que les retraites n'ont pas été, les carrières n'ont pas été suffisamment. Oui, et puis ils n'ont pas cotisé. Les gens n'ont pas cotisé, ou ils ont travaillé, mais les patrons n'ont pas cotisé. C'est ce qui se passe. Bon, le niveau des retraites est très bas. Bon, donc, et comme nous sommes en même temps dans un pays qui est en train de vieillir, toutes ces mesures auront un impact beaucoup plus fort dans un pays sous-développé, où il y a une plus grande part de la population qui dépend de ses ressources sociales. L'impact sera beaucoup plus grand. Ce que veut dire Martiniquais, je le regarde dans les yeux. Ce plan Valls va frapper beaucoup plus fort les Martiniquais, et je suis en contradiction avec Mme Paul Langevin quand elle dit que puisque nous sommes Français, on doit prendre notre part d'économie. Non, nous sommes un petit pays dominé, exploité, et nous n'avons pas à participer à un plan d'économie pour lequel nous n'avons pas de responsabilité. Dans ta communication, là, tu vas voir. Dominer, on s'en fout. Vous avez un pays qui bénéficie de retard structurel. On peut l'appeler comme tu veux. On va appeler dominer. C'est un choix démocratique. Nous avons c'est plus efficace de dire que nous avons des retards à combler énormes, et qu'on ne peut pas non plus bloquer au stade de retard. Nous sommes d'accord sur le la communication, c'est plus efficace. Moi, je reste sur ma marotte du système. Je trouve que les retraites sont une bonne illustration. Parce que finalement, les personnes qui sont à la retraite, ce sont bien des agents économiques qui ont fait fonctionner un système, sous réserve qu'ils soient rétribués et qu'ils donc touchent leur retraite. Et on voit bien que le système ne fonctionne pas parce que au départ, il y avait beaucoup de cotisants, donc ces personnes, ils ont bien fait leur boulot, et que derrière, vu qu'il n'y a pas assez de cotisants, ils se retrouvent, donc, dans le vide. Ils sont l'illustration que le système ne fonctionne pas, le système tel qu'il est. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions. Alors, s'il y en avait d'autres... Je pense qu'on a vu l'essentiel. Alors laissez-moi vous dire maintenant. Il y a une question. La dot, on ne veut pas les. Je voudrais vous. On ne veut pas les utiliser. Là, sur les 5 minutes qui nous restent, on ne pourra pas refaire le monde. Un dernier point. C'est François Hollande qui dit de manière très grave qu'en 2017, il ne sera pas candidat si le chômage n'aura pas baissé. A-t-il la certitude que le chômage va baisser? Il a la certitude qu'il ne sera pas candidat. Ça, c'est clair. Donc, il commence à dire je ne serai pas candidat si le chômage ne baisse pas. Mais de toute façon, il a déjà intégré qu'avec un tel niveau d'impopularité, sauf s'il y a un miracle qui fait, mais bon, c'est trop tard, il faut gagner la bataille. Or, la bataille n'était pas gagnable, c'est clair. Le prochain qui arrive là, il va en souffrir encore plus que lui. Pourvu que ça soit de droite. Mais ça va être quelqu'un de droite. Mais pourvu que de droite qu'on n'aime pas beaucoup. Parce qu'il faut quand même, on le rappelle dans cette émission de manière régulière, les principaux dirigeants des pays émergents disent une chose aux Européens. Messieurs, il est temps que vous vous prépariez à être pauvre. C'est tout. C'est pas la peine. C'est pour vous dire. Michel, sur le dernier point, tu as un élément à développer, sinon on continue sur le chômage. Non, le chômage. Alors voilà. Donc les prévisions de l'Observatoire français des conjonctures économiques. L'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est un truc sérieux. Oui, c'est un organisme indépendant, lié à Sciences Po, etc., avec 40 chercheurs, universitaires et tout ça. Bon. Mais de tendance économique hétérodoxe. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne reproduisent pas la pensée dominante. Alors, pour eux, bien sûr. Moi aussi, ça me plaît. Ça plaît à tout le monde. Alors, pour eux, le chômage va progresser cette année. Tout à fait. Le pacte de stabilité ne va pas inciter à créer de l'emploi. Pas vrai. Ne va pas inciter à créer de l'emploi, le pacte de stabilité. Les allègements fiscaux vont permettre aux entreprises d'ajuster leur capacité de production, de restaurer progressivement leur taux de marge
qui sont au plus bas parce que 27%. ce sont les plus dégradés pour la France, les entreprises de la zone euro, parce qu'elles ont moins ajusté leurs forces productives. Ça consiste à quoi, ajuster les forces productives? Virer des gens. Ouais. Voilà. En réduisant le temps de travail de leurs salariés, comme les entreprises allemandes, ou en diminuant les salaires, les pays d'Europe du Sud, ou en licenciant du on protège, en France on protège. Alors, le résultat concret, l'économie est très dure, Nadia. 190 000, pas comme le cinéma. Il n'y a pas de rêve là. La France, à l'heure actuelle, a 190 000 salariés en trop dans les entreprises par rapport aux activités réelles, surtout dans l'industrie. Ouais. Bon, la demande là est de plus en plus faible, on l'a vu, on sait pourquoi. Les destructions d'emplois de 2014 et 2015 seront de 120 000. Et conclut cet office, c'est quand même mieux que 2012 où on en a supprimé 250 000. D'un coup. Moi j'étais désespéré quand j'ai vu ça, j'étais glacé. Non, parce que ça c'est une vision, on va dire, unilatérale. C'est une vision qui n'intègre pas les créations d'emplois dans les nouvelles technologies, dans les nouveaux services, dans les nouvelles demandes. Et évidemment... La Silicon Valley. Mais non, mais les Français sont comme ça, et surtout les chercheurs français. Par exemple, les chercheurs français n'avaient pas vu venir ce qu'on appelle les centres d'appel. Ils n'avaient même pas vu venir le portable. Ils ne voient pas venir, par exemple, toutes les technologies qui sont liées aux applications mobiles. Dans toutes les petites... les petits appartements, les petites boîtes. Il y a des types qui développent des trucs et puis ils gagnent des... Oui, ça reste marginal. Non, l'économie du chiffre et des emplois. Non, c'est pas vrai. Il faut quand même rappeler une chose. Ces économistes-là nous font pleurer parce qu'ils disent « Ah ouais, l'industrie française va... Il y a 190 000 personnes. » Mais l'industrie française pèse combien dans l'économie? Que dalle! C'est fini depuis très longtemps. Non, mais attends, ça représente quoi? Ça représente quoi? Aujourd'hui, la France... Les services, ok, c'est plus de 75% du PIB. On peut pas le nier. On peut pas le nier. En retard de plusieurs métros. Il y a 10 ans, on disait l'industrie, etc. Bon. Non, mais tous les économistes maintenant disent que si on veut créer de l'emploi, il y a un niveau au-dessous duquel l'industrie ne doit pas descendre parce que l'industrie entraîne des services annexes. Non. Et même si ce ne sont pas des emplois directement dans l'industrie, et la France est descendue à un niveau beaucoup trop bas en matière d'industrialisation. Et c'est pour ça que la plupart des économistes maintenant, même les néolibéraux, disent attention, alors eux, leur réponse, c'est la compétitivité prix. C'est diminuer sur les salaires pour regonfler l'industrie. Mais au moins, ils sont d'accord au moins tous sur un objectif, il faut relancer l'industrie en France. Mais non, l'innovation. Non, mais bon, attends, on est d'accord sur relancer. Le timing. Non, mais là, il y a un élément important, je pense que les gens sont intéressés par ça. Relancer l'industrie, oui, évidemment. Mais sans des gens, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à accepter. Par exemple, les chaînes prenons un exemple. Ça, le type qui fabriquait ça pour Apple, en Chine, il avait des gens. Il a dit la chose suivante, c'est fini, je mets des robots. Moi, je ne soutiens pas ça, mais c'est ça la réalité. En France, on va relancer l'industrie, mais ça va être totalement robotisé. Donc, ce n'est pas l'industrie qui va créer de l'emploi. Ce n'est pas vrai. Ce sont les chercheurs qui vont inventer cette Michel, qui vont créer l'emploi. Michel, oui. Une respiration. Le crédit d'impôt compétitivité, c'est ICE. Les emplois d'avenir, les contrats de génération ont quand même réduit le chômage d'1 point, même source, l'office. Les contrats d'avenir, ça marche. Ouais. Donc, il n'y a pas que des choses négatives. Pour embaucher. Des emplois aidés sur fonds publics. Pour embaucher. Tu aimes ça. Pour embaucher, il faut une forte croissance. Cette croissance sera faible à cause des mesures qui ont été annoncées. Il faut au moins 1,5%. La croissance devrait atteindre 1% en 2014, estime l'OFCE. Le déficit public tomberait alors à 3,6%. Et la France respecterait ses engagements européens, mais ferait progresser le chômage de 0,1 point et à 10,1%, ce qui fait que on serait pas sorti quand même malgré tout de l'auberge au point de vue chômage, au point de vue emploi. Non, mais ça, On a déjà anticipé sur comme le scénario, tu dis, des élus socialistes qui proposent des mesures alternatives. Ils vont se coucher. Bon, on a fini. Surtout qu'on a prévu de les exclure. S'ils ne se couchent pas, ils sont exclus. Bon. Alors, la droite va proposer un contre-pacte en disant qu'il faut économiser 80 milliards d'économies. Bon, ça, non, mais la droite, c'est encore pire. Il compte pas beaucoup. En tous les cas, une chose qui m'a interpellé, c'est que le vote sera un vote consultatif, le vote du 29 avril. Et c'est sur ces paroles négatives que la musique, le générique commence pour que je me fasse tirer les oreilles par l'odal. Je dis bonsoir madame, bonsoir monsieur. À très bientôt. Au revoir.